Bon après-midi à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Bienvenue dans ce panel qui abordera le sujet du digital et de l'Afrique sans frontières. Nous allons, avec nos panélistes, réfléchir sur la manière dont le digital peut apporter sa contribution à cette Afrique sans frontières que les différents pays africains appellent de leur vœu. Et ils se sont engagés notamment à travers l'accord pour la mise en place de la zone économique de libre-échange africaine. Et nous verrons les enjeux pour le numérique, quelles sont les technologies et de quelle manière le numérique peut contribuer. Je vais commencer par laisser chacun des panélistes se présenter brièvement. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ils pourront aussi peut-être expliquer quelle est leur compréhension de cette problématique d'Afrique sans frontières et le rapport avec le digital de manière générale. Je vais commencer par donner la parole à M. Symphorien. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Symphorien Piana. Je suis le directeur de Agromwinda et le cofondateur de DRC Social Innovation Summit. L'Afrique digitale et sans frontières répond aux vœux du continent qui est d'ailleurs exprimé dans l'agenda de l'Union africaine de créer un marché commun, de faciliter le libre mouvement des personnes et des biens. D'une part, l'usage de nouvelles technologies pour le partage de l'information, pour l'intégration des services financiers, je ne sais pas, sécuritaires et tout le reste. Et de l'autre part, la capacité, et surtout dans la perspective de ce sommet, de connecter les différents Africains, comme là, j'ai un collègue de Chocotogo qui produit le chocolat. Est-ce que je peux être capable de vendre le chocolat du Togo et en retour, est-ce que je peux exporter la technologie du jeune qui vient de parler? Et si cela, ça contribue à l'unité, à la solidarité, aux échanges économiques, alors nous avons une Afrique digitale et sans frontières. Je vais me présenter brièvement. Moi, c'est Dr Eric Franck Patinvaux. Je suis fondateur de plusieurs entreprises, dont la plus grande, c'est Groupe PFI Consulting Global. Je viens de Côte d'Ivoire dans le cadre de ce programme. Je vais laisser le débat suivre et ensuite, durant les discussions, vous allez pouvoir partager avec nous et nous aussi avec vous. Merci. Merci, docteur. Nous avons également des participants en ligne. Voilà ce que permet de faire le digital, de réunir des personnes qui sont séparées de plusieurs kilomètres. Je vais aussi laisser M. Philippe pouvoir se présenter et expliquer un peu sa vision du digital au service d'une Afrique sans frontières. Monsieur Philippe, à vous. La technique, on n'entend pas Monsieur Philippe.
Oui, donc je m'excuse de ne pas être présent physiquement. Je devrais être avec vous. Productifs et qui peuvent réellement avoir un impact au sein des communautés. Il y a en effet l'arsène, mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis Lungula Ngombe. Et donc, je fais partie de... Enfin, j'investis dans plusieurs entreprises, notamment dans ITG Store, qui a à peu près 200 ingénieurs basés principalement au sein de la CEMAC à Douala. Et puis, nous avons aussi ITG Store, qui s'occupe du switch monétique banque centrale au niveau de la CEMAC. Nous nous intéressons à beaucoup d'activités en RDC. Ces coopératives exportaient 4 e-governance, interoperability, whereby being in Ghana, you can access products and things in Togo, in Côte d'Ivoire, in Nigeria, in Congo, without you do this at ease. So that is what we are talking about. So if you are talking, for me, think, let's not limit the conversation on infrastructure, on physical structures. So you talk about roads, you talk about railways, all these ones. This can be solved easily with digitization. And look, I was telling some people some few days ago that here we are now, Africa, as they created us to be, as at now. The first industrial revolution has passed us by. The second one has passed us by. The third one, we were late. This fourth digital revolution, we can't afford to let it has to be now, and we have to take concrete actions and do that now. Thank you very much. Si nous voulons capitaliser sur les gains pour permettre des échanges entre des États qui ont créé par l'Afrique de Berlin, nous devons instituer une identité numérique, une seule base de données qui permette à tout le continent et de vérifier sur des technologies fiables comme ceux de biométrie par les veines. Maintenant, les vraies barrières, il faut se dire la vérité, c'est les États. Pour des questions qui sont pas rationnelles. Pour ce qui concerne les questions des infrastructures, aujourd'hui, les infrastructures technologiquement existent. Mais on nous soulève des questions de sécurité pour ne pas pouvoir les utiliser de la bonne manière. Tout le continent africain aujourd'hui est couvert. Je peux dans n'importe quel village technologiquement aujourd'hui communiquer. Et même mieux communiquer que dans certaines villes européennes, avec des technologies satellitaires qui existent. Maintenant, il faut trouver les moyens de pouvoir s'en approprier, de gérer les problèmes qui sont des problèmes militaires, des problèmes de renseignement, etc. C'est la coopération et une compliance inter-État qui va permettre de gérer ça. Mais technologiquement, aujourd'hui, on peut le faire. Et on peut accompagner tout ça par des agrégations de plusieurs autres technologies. Et on peut en faire la démonstration. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Docteur Eric, vous aviez un élément à ajouter. Je crois que Philippe a anticipé sur ce que je voulais ajouter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de normes. Et qui dit norme dit qu'il y a des États qui ont été signataires d'une façon ou d'une autre. Alors, à partir des normes déjà, on peut trouver un common ground qui nous permettra de pouvoir facilement implémenter les technologies nécessaires afin de pouvoir aller plus vite en termes de digital. Et en question de sécurité et de défense, écoutez, nos États sont quand même équipés. Si nos États émettent la volonté politique, je pense qu'on peut aller plus vite. On l'a vu en termes de traitement de renseignement, il y a des États qui ont participé à pouvoir arrêter certaines activités illicites juste en communiquant en moins d'1 heure de temps. Et ça se fait avec quoi? Du digital. Donc, les acteurs, nous les avons. Les spécialistes, nous en avons en quantité en Afrique. Ils naissent tous les jours. Il faut mettre les moyens. Et le premier moyen, c'est le moyen intellect. Le deuxième, les finances. Il ne faut pas hésiter à le dire. Merci.
Merci. DG Symphorien, je vais vous laisser réagir sur la problématique des infrastructures et j'enchaîne également sur le projet TEM parce qu'on a commencé à l'aborder dans les réponses des différents panélistes. Il s'agit des États, des volontés des États. Nous parlons ici de programmes à déployer à travers différents États. Nous savons qu'il y a des résistances qui peuvent venir de certains États. Et puis après, comment tout cela peut être coordonné d'un point de vue panafricain. Nous sommes curieux de pouvoir comprendre ce que vous pouvez nous dire sur ces deux sujets. Merci beaucoup. D'abord, sur la question d'infrastructure, je crois l'essentiel a été dit, mais je voulais ajouter un élément qui va me permettre même de répondre à la deuxième question. Si en Afrique, nous allons attendre les jours où il y aura une sonnerie, qu'on a aujourd'hui la bonne volonté politique, j'appellerai même sociale si vous voulez, c'est qu'on ne se développera jamais, c'est qu'on n'atteindra jamais notre rêve du panafricanisme. Parce que je voudrais rappeler ici que bien que le matin j'ai dit nous sommes tous conscients que le modèle économique passé, fondé sur le néocolonialisme ou la colonisation et tout ça est dépassé, mais je ne crois pas, et je vais rester sceptique, que ceux qui l'ont mis en place, ils trouveront un jour qu'il est dépassé. Au même moment où l'Afrique développera des mécanismes pour survivre, ils développeront des mécanismes pour maintenir. La perspective pour moi, et j'ai l'expérience en RDC ici, quand je pense à Agromwinda. En RDC, dans les secteurs publics, si vous attendez que le gouvernement vous autorise à faire quelque chose, ça risque de prendre longtemps. Je vois, et c'est la raison d'être des conférences comme celle-ci, où quand vous me parlez de l'argent, je vois le secteur privé ici. Si les entrepreneurs que nous sommes, si nous sommes convaincus du pouvoir de la nouvelle technologie pour avoir toutes les infrastructures qu'il faut avant que l'État intervienne, commençons à nous convaincre, à ouvrir des pistes de collaboration. Je vais donner un exemple banal. Et c'était arrivé l'année passée. Un entrepreneur chilien qui vient présenter un projet sur les emballages biodégradables, ici, je lui pose la question, êtes-vous sûr de collaborer, non pas pour importer les choses, mais installer l'usine? Il dit, je suis d'accord. C'était en septembre. Après, on a eu 2-3 réunions. On a partagé les idées. On s'est mis d'accord. Agromwinda est en train de lancer l'usine en octobre. Je crois, sur cette voie, je vais inviter le président de la République à venir lancer cette usine et il pourra peut-être me poser la question, comment pensez-vous on peut vous appuyer? Il nous faut une loi, il nous faut ceci. La porte d'entrée pour révolutionner les infrastructures, à mon sens, ce n'est pas d'abord entre État et État. Faites une étude sur l'origine de toute technologie. Vous verrez que c'est privé. Si les Africains, les entrepreneurs que vous êtes, nous sommes capables de dire ça a marché en Côte d'Ivoire et au Congo, il y a des gens qui disent c'est bon, Eric, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si je peux démontrer à Eric, c'est vrai, vous avez votre technologie, mais par rapport en Côte d'Ivoire, vous avez 30 millions de population, vous pouvez avoir 10 millions, mais moi j'ai 130 millions ici. Moi, je vais te faciliter toutes les possibilités de venir faire fonctionner cette société ici, du point de vue légal et tout le reste. Et donc, moi, je lance cette technologie ici et quand l'État sera informé, il viendra me dire qu'est-ce que vous voulez faire.
je vais demander tout ça. Je suis toujours sceptique et je veux que nous soyons d'une génération différente, des aînés qui ont grandi dans l'attente de la bonne volonté politique sociale qui ne viendra pas. La bonne volonté politique, ça doit être le secteur privé qui les génère, qui les partage avec le secteur public, qui démontre au gouvernement que nous avons trouvé des solutions. Et lorsque ces solutions sont adoptées, l'intégration est absolue. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, que je vois qui est appréciée par notre public. Je vois qui est fait d'entrepreneurs. Docteur Eric, vous sur cette question, quel est votre avis? L'aîné ici présent a touché une problématique. Si vous faites bien attention, j'ai dit qu'il va falloir inverser la tendance. Il va falloir inverser la polarité. C'était le thème que je crois avoir utilisé. Aujourd'hui, dans certains États, quand vous voulez quelque chose, je prends un autre État comme l'État du Nigeria, qui est un État très complexe et très grand, qu'on peut comparer aussi au Congo. Pour forcer la main au gouvernement, on a eu le cas Aliko Dangote. Il n'a pas cherché loin. Il a crié son ras-le-bol, toujours à partir de la digitalisation. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est juste venu pleurer sur les réseaux. Non, c'est une stratégie qui a été mise en place et qui a été travaillée. L'un des problèmes de la jeune génération d'entrepreneurs que nous sommes, c'est qu'on ne pense pas stratégie. On se lève, ça peut marcher, et on se lance. Dans ce que l'aîné a dit, tout ce qu'il a dit, c'est que de la stratégie. Il faut penser stratégie. Je m'attache à qui? Quel est le point auquel je pose mon encre pour pouvoir décoller? À partir de là, on peut forcer la main aux politiques. Mais, j'insiste toujours, on ne force pas la main aux politiques seuls. Si on ne va pas en masse, ça ne passe pas. Raison pour laquelle Philippe et moi avons insisté sur la question politique. Parce que eux, ils prennent des décisions qu'on nous fait porter après. Ils répondent de nous. Donc tout ce qu'ils décident, c'est nous qui avons décidé. Alors que si nous allons en bloc, ils ont les outils et les moyens de défendre pourquoi ils prennent ces décisions. Pour faire court, inverser la polarité. Travailler de façon collaboratrice et non de façon participiale, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Si on arrête d'être participatif et qu'on devient collaborateur, je peux vous assurer qu'on pourra changer la donne. Ça prendra le temps que ça devra, mais on va y arriver. Monsieur Philippe, si vous êtes avec nous, je vous donne la parole. Le docteur Eric vous a cité dans sa réaction. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Merci. Je pense que les interventions, les brillantes interventions de M. Symphorien et M. Eric donnent une perspective de ce qu'il y a lieu de faire. Il nous faut un réseau de neurones primitiques africains. Ce qui est en train de faire à travers ce forum, c'est déjà une connexion de réseaux de neurones qui est capable de déployer une stratégie, d'identifier les technologies qui sont disruptives, parce qu'aujourd'hui, il nous faut des technologies disruptives, et ces technologies existent. Et il nous faut aussi la stratégie. Mais ça ne suffit pas, en réalité. Pour qu'on soit en rupture avec ce qui se passe en Afrique, il nous faut ce qu'on appelle des PEI, des parcs éco-industriels. La domination de l'Europe repose fondamentalement sur les parcs éco-industriels. Silicon Valley, c'est un PEI. Stanford, c'est un PEI. Cambridge, c'est un PEI, etc. Aujourd'hui, la RDC constitue là où on doit jeter les bases du parc éco-industriel. Au moins deux. L'une liée à la forêt et à l'eau, au nord, l'autre liée aux minerais. Parce que autant la silice constitue le Silicon Valley, la disruption des prochaines technologies, c'est le lithium. C'est nous, les Africains, qui avons le lithium. En 5 ans, nous pouvons avoir tous les brevets
sur l'énergie nécessaire pour capter l'argent. Donc derrière, il faut une stratégie, mais il faut une polarité régionale pour mettre le parc éco-industriel ou une collaboration des universités, des neurones et la capacité à sortir des brevets. Parce que quand tu as le PI, la propriété intellectuelle, les autres peuvent travailler, tu as le processeur. Quand ils travaillent, tu ramasses l'argent. Donc, il faut que les Africains s'organisent pour ça. Et cette zone-là doit permettre de jeter les bases des débuts des parcs éco-industriels sur le continent. Voilà l'enjeu. Et on ne peut pas le faire sans les politiques. Parce qu'il faudrait qu'ils nous l'autorisent. C'est le cas, le problème, la problématique de Dangote, qui a essayé. Il a peut-être réussi, mais ils l'ont beaucoup ralenti. Merci. Merci Philippe. Je peux donner la parole à Gabriel pour entendre votre point de vue sur cette question. Quel rôle et comment les États peuvent accompagner, piloter cette Afrique digitale sans frontières? Bon. I would say the state has a major role in terms of policy direction. One, I live in Sierra Leone. I'm a Ghanaian. I have my Ghanaian identity card. When I arrive in Sierra Leone, I have to get non-citizen identity card, Sierra Leone. Then I have to get ECOWAS card in Sierra Leone. So in Sierra Leone, I have about 4. And then I have to get driver's license, 5 ID cards, 5 ID cards to live there, 5 ID cards. So the state contribution to this borderless, this conversation borderless and the digital Africa is through policy direction. Can we have an identity card as an African, and with that identity card, you can travel anywhere you go, or wherever you are with that identity card, things can flow. This is what we are talking about. That we should have governments that are interested in policy directions that can help these things to work. Another one will be on visa. Look, when we were coming here, I like concrete examples. Some of us, we couldn't even get visa until the last day. Why should it be so? And we are in Africa here. Why should it be so? With my passport, a Ghanaian passport, I should be able to what? To travel everywhere. So the states can come together and agree on visa-free for all Africans. At least for now, ECOWAS, if you are in West Africa, you can travel to any West African state without a visa. Can that be extended? So we are asking the state to do something. These are the things that we should be talking about. And Dr. Kwame Nkrumah has had this vision and wrote a book in 1963, Africa Must Unite. And we are talking about African unity. It is not only about maybe having one government. That is specifically not what we are talking about. All these things are possible through policy directions. Every state will remain, initially I challenge the concept of sovereignty. Why? Because I struggle even to understand the concept itself. So having policy directions, that makes these things free or available for us. It's not something that the state cannot do. So it still lies at their shoulder. But someone will say they cannot do that because they have to play, they have to dance to the tune of some powers. And until we come to the realization that these things are affecting our people and we have to take concrete actions, and it is now the better. That is what I will say to this specific thing. And last one. One of us from Benin Republic, she's doing her small innovation to make soap. From Benin to Ghana, it will take in less than 4 hours. But in less than that 4 hours, she will have to cross 2 borders. Two borders. In less than 4 hours, she will have to cross, first of all, the border between Benin and Togo. Then again, cross the border between Togo and Ghana before.
So, and as a young person, where do I have, where will I get the resources to go through all these struggles? But if you're having a free border, that can be very easy. Another one, to cross that, you have to change money. And I shared to some people, my grandfather is a Ghanaian. He lives in Ghana. But his farm is in Togo. The same land, that is the same land. So he's staying in Ghana, but the farm is in Togo. And he has to cross that, he has to cross the border, get a passport, get the passport stamped before he goes to his farm. How should that be? So these are some of the things that we are talking about, that young Scholastic from Benin can easily sell her products in Ghana freely through this mobile interoperability, free to be able to do that. And my grandfather to visit his farm without stress. It's his land, though. It's just like, we take example this room now. He lives in this corner. This land is also for him. But to go to his own land, he has to cross and pay fee. Or get it, if he's not having passport, he cannot go to his own farm. These are things that can be done without. So Africa must unite, and the time is now. Thank you. Le DG Symphorien voulait ajouter un élément à propos. Nous arrivons tout doucement vers la fin de ce panel. On va prendre 2-3 questions maximum. Si vous pouvez préparer les éventuelles questions pendant que le DG Symphorien nous fait un complément d'information. Je voudrais clarifier. Et je voudrais juste rappeler ici, au mois de mai, l'université Tangaza m'a invité pour parler de comment on va mettre à la pauvreté. Et j'avais commencé à leur dire que pendant l'avion et tous les moments, j'essayais de réfléchir qu'est-ce que je vais dire. Et finalement, j'avais trouvé qu'il n'y avait rien à dire parce que tout ce que je voulais dire a déjà été dit par toutes les théories. Et ma plus grande inquiétude, ce que moi j'appelle, c'est que, monsieur, vous parlez de la stratégie, mais moi j'appelle ça le secret de réussir tout ce que vous voulez communiquer. C'est d'abord, quand on parle de la bonne volonté politique, c'est-à-dire la relation entre l'entrepreneur et le politicien. J'ai travaillé 20 ans de ma vie dans la société civile en faisant des choses graves. Après 20 ans, j'étais très déçu de me rendre compte que je n'avais rien changé. Et j'avais compris que le modèle, par exemple, ce modèle où on finance les fonds, on fait dormir les gens dans les gros hôtels et faire de beaux discours, le résumé de tous ces discours, c'est de séparer les citoyens et son État. Et c'est ce que nous vivons. Et si vous me parlez de la mauvaise volonté politique, je comprends comme une crise de relations entre les citoyens et l'État. Comment vous voulez me parler de la bonne volonté politique alors que le ministre a grandi dans mon quartier? Je veux dire que l'enjeu pour nous, c'est de comprendre que le piège de l'Occident, c'est d'avoir rempli, d'apporter certains concepts vides qui nous met en différence. Aujourd'hui, 98% des fonds de Agrowinda, ça vient des projets du gouvernement. 98. Et toutes les faveurs que Agrowinda bénéficie, ça vient du gouvernement. Quelle est la magie que nous on fait? Quand j'ai refusé, j'ai démissionné de mon poste de ceci, je ne vais même plus me rappeler. C'est d'avoir compris que ces gens m'ont mis dans un état où, au lieu que je travaille avec mon gouvernement pour changer mon pays, on me met dans des problèmes de bonne gouvernance, lutte contre ceci. Il faut refuser, tous vos ministres sont corrompus. Et ça me met dans un état où, au lieu d'écouter, de poser les problèmes, je crée des barrières.
Vous avez vu dans la salle les ministres, les gouverneurs. Agrominda donne $0 à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, nous passons des nuits à imaginer des solutions pour résoudre les problèmes de la communauté. Et lorsque la communauté jouit de ce problème, il y a le bruit qui va jusqu'au ministre. Si je l'appelle, il me donne le rendez-vous. La volonté politique, on l'aura à 1000% lorsque nous comprenons que les ministres, les gouverneurs et tous ces gens, ils ne viennent pas d'une autre planète. Ce sont nos aînés, ce sont nos grands frères. Si nous les abordons en les préparant, évidemment, on peut avoir toujours les problèmes, mais nous avons plusieurs chances. Et lorsque l'État découvre que vous travaillez pour ce pays et que vous défendez les valeurs de ce pays, il va écouter. Merci. Merci DG pour cette clarification. Le public, si vous avez 2-3 questions, nous allons prendre vos questions actuellement. Levez la main si vous avez des questions. Je vois 2 questions, magnifiques. Messieurs le modérateur, vous allez nous permettre de pouvoir inviter les personnes qui ont des questions ici devant. Donc si vous avez des questions, nous vous prions de bien vouloir vous présenter ici devant et de les poser. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour m'avoir accordé la parole à tous les invités, honorables invités. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité d'échanger des expériences. Alors, moi, je viens de Madagascar. Je suis Fidel Randramananzara et je représente le centre Arupe Madagascar dans cette conférence. C'est que il y a souvent un dilemme entre le balance de la souveraineté d'un État et l'approche borderless Africa. Et nous, à Madagascar, on est une île. On n'a pas à louper cette opportunité de travailler et d'étendre notre collaboration avec toutes les autres nations d'Afrique. Alors, comment faire, comment jongler la souveraineté, l'indépendance, surtout économique du pays, avec le concept de borderless Africa, donc la digitalisation. Et une question aussi à notre frère jésuite là. What is the role of the church in promoting the thrive of borderless Africa? Thank you. Merci. Merci pour ces questions. Je vais peut-être laisser réagir Frère Gabriel et puis les autres panélistes auront l'occasion de dire un mot également. J'espère que Philippe, vous êtes toujours avec nous. Thank you very much. I think the role the church is playing, what I'm doing here, the number one role is the advocacy. That is what the church is doing. And as Jesuits, we have the numbers. We control the youth. We control the populations. You can disagree with me that is it. We control the population. So our major role is the advocacy. That is our contribution. And we are doing that through our social apostolate, like Ajan. That's what we are doing. And just in March, we've launched another social entrepreneurship program for youth. So that is the role the church is playing to move for the borderless and digital Africa by empowering the youth to go and do all this without difficulty. So thank you very much. I don't know if I've responded to your question, but that is the role that the church is playing. And I think it is something commendable. Thank you. Docteur Eric, sur cette problématique posée par le cas du Madagascar, qui est un cas intéressant, la souveraineté, ils sont moins rapprochés que nous. Un cas très intéressant même. Je vais essayer d'être un peu diplomate.
Madagascar est un pays qui est encore en partie sous tutelle occidentale. Nous sommes d'accord. La meilleure façon pour que Madagascar puisse gérer cette problématique, c'est que la jeunesse inverse la tendance. N'allez plus contre les dirigeants, mais développer des exemples, pas des copies. Vous regardez ce qui est fait à côté, vous mimez et vous envoyez le message aux dirigeants en leur disant « c'est faisable ». Accompagnez-nous à vous aider à mieux décider. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un exemple. Vous rentrez dans une maison, vous avez des enfants. Quand ils veulent quelque chose, ils ne passent pas le temps à se bagarrer avec les parents. Ils créent les conditions. Et les parents remarquent que le besoin est là. Mais quand l'enfant commence par faire un effort, le parent craint. Il a eu les moyens où? Est-ce qu'il n'est pas allé voler à côté? Est-ce qu'il n'a pas commis un forfait? Est-ce que vous voyez? Donc à partir de là, le parent accepte de devenir beaucoup plus responsable et se met à faciliter la tâche pour que l'enfant agisse. On se comprend? C'est bon? Voilà. Parce que si vous voulez aller avec une pression d'enclume et de marteau, vous allez essuyer des défaites froides. Ça ne va pas marcher. C'est l'une des premières prérogatives que vous devez avoir. Inverser la tendance. Amener la jeunesse à démontrer que c'est faisable. Du pas de c'est faisable, amener les dirigeants à comprendre que on veut que vous nous aidiez à vous aider à prendre les décisions qu'il faille. C'est très important. Commencez déjà par échouer en réalisant certaines choses. Je vous choque, j'espère. Commencez par échouer. Vous commencez un projet et il échoue. Vous recommencez, il échoue. À partir de la troisième fois, vous avez des expériences, vous commencez par évoluer, vous pouvez donner des directives. Et vous verrez les dirigeants en train de vous accompagner sans s'en rendre compte. Ne cherchez pas à savoir s'ils vont se taguer des résultats. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous avez un objectif à atteindre. Donnez-les les résultats qui s'en approprient. Mais vous atteignez votre objectif. Est-ce que c'est bon? C'est bon? J'ai géré il y a 3 semaines un souci sur votre structure, une de vos structures de télécom et une structure qui est basée dans les îles Comores. Ça émanait d'un problème similaire. On a demandé au manager de ne pas aller contre les décisions d'État, mais de proposer des solutions qui touchent la basse couche. Dès que ça touche la basse couche, les intérêts des dirigeants d'État deviennent sensibles, plus sensibles qu'avant. Ils viennent vers vous, vous demander pourquoi vous avez fait ça, comment vous avez fait ça et quel est l'objectif. Donnez un objectif qui démontre que c'est le programme qu'ils ont donné que vous êtes en train de suivre, donc qui vous aide à les amener à prendre les meilleures décisions. Ils vont vous accompagner les yeux fermés. Ça peut prendre du temps, mais ils vont vous accompagner les yeux fermés. Merci. Merci, Dr Eric. DG Symphorien, on vous écoute. Je voudrais, avec humilité, reconnaître que les dilemmes entre de l'Afrique sans frontières, je voudrais vous dire que ça n'a rien à faire avec le fait d'être dans une île. Parce qu'au Congo, nous avons les mêmes dilemmes. Je crois l'enjeu, c'est de peut-être réfléchir. Et moi, j'ai parlé de la nouvelle génération et j'essayais de comprendre il y a quelques semaines la dynamique qui se passe en Afrique de l'Ouest. J'ai délibérément essayé de comprendre l'âge de tous les présidents qui ont dernièrement pris le pouvoir par arme. Ils sont tous de 80. Tous. Essayez de voir. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la plupart de nos pays
c'est qu'on commence à avoir une génération, comme l'a dit Eric, des gens qui disent on nous a appris à faire ça, à faire ceci, ça n'a pas marché, nous on va prendre une autre perspective. Mais l'enjeu quand nous prenons cette décision, c'est de pouvoir comprendre quelle est notre capacité à mobiliser le plus de monde possible. Je voulais insister sur le fait que c'est une idéologie fausse quand on veut toujours montrer que le gouvernement, l'État n'écoute pas. Moi, je peux dire que la plus grosse responsabilité, très souvent, ça revient à la population. Quel mécanisme mettons-nous en place pour faire comprendre au gouvernement, écoute, nous avons des solutions. Nous connaissons ce qui doit être fait. Voilà. Si un gouvernement, ça c'est le point de vue, parce que moi, vous allez me dire, vous allez m'évoquer tous les mécanismes, mais moi je vois que tous qui sont au gouvernement, ils viennent de nos familles. Ils ont mangé avec nous. Je ne crois pas, peu importe, on peut avoir des limites, qu'ils peuvent arriver au pouvoir et ils deviennent tellement aveugles, tellement... Non. Mais parce que nous avons le paradigme faux de développement ou de changement qui est axé sur la volonté de séparer et de créer un antagonisme entre les gens, c'est ça la cause. Si nous montons un concept d'un citoyen, parce qu'être un citoyen, ce n'est pas seulement avoir des droits. Être un citoyen, c'est avoir des devoirs, et le premier devoir, c'est de respecter les autorités du gouvernement. Et si nous faisons la promotion d'un certain civisme axé sur le choix de bons concepts, le choix d'une bonne communication, surtout le choix de recherche de solutions à impact qui peuvent même laisser n'importe quel membre du gouvernement bouche bée, nous allons résoudre les problèmes. L'avenir de Madagascar et l'avenir de toute l'Afrique gît dans notre capacité, et c'est ce que je vois dans la nouvelle génération, à pouvoir dire qu'on peut faire de nouveaux choix. Et qu'on peut même accepter de faire des choix qui sont contre tout ce qui a existé depuis le début de l'Afrique. Ce qui nécessite de s'informer, de collaborer et de ceci. Et c'est la raison d'être. Moi, je vais partager une expérience très importante en termes de ce qu'Agrominda est aujourd'hui. Dans la salle, je voudrais reconnaître la présence du docteur Zamudjo, qui est le directeur du centre Songhai. En 2015, quand j'étais en train de mettre en place le projet Agrominda, j'ai entendu parler du concept Songhai. Je suis entré en contact, bizarrement, avec ce centre et j'étais vraiment avec une grande chance parce que j'étais tombé sur une personne qui s'appelle Symphorose. Quand j'ai dit je m'appelle Symphorien, elle a dit je suis Symphorose. J'ai dit que nous avons le même nom. Ce contact-là, et je vous dis, le concept de Agrominda est ancré dans la philosophie d'intégration de Songhai. L'agriculture intégrée. Ce que nous on a fait, on a ajouté une bonne dose de digitalisation. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe au Madagascar, c'est ce qui se passe au Bénin, c'est ce qui se passe partout. Quelle est la capacité de votre présence ici à prendre ce qu'on fait et arrêtez de croire que vous êtes dans une île, mais dites que nous sommes dans un continent connecté et appelez-nous tant que nous pouvons et nous serons là. Merci. Merci. Tenez. Merci DG Symphorien. Philippe, êtes-vous avec nous? Nous avions une deuxième question. Peut-être qu'on peut vous entendre. Si Philippe est avec nous, vous avez la parole.
Je voudrais tout d'abord saluer toutes les personnalités ici distinguées. Bonjour. Mon nom c'est Fernando Nimbu. Je suis angolais. Je travaille à Nairobi, à Adjan, Africa Jesuit AIDS Network, et je suis aussi jésuite. Et ma question tout d'abord est sur le développement rapide de la technologie numérique au monde, et on l'a prouvé ici même en Afrique. Est-il un vecteur d'émancipation ou risque-t-il de nous rendre dépendants des puissances technologiques au monde? Je pose cette question parce que tout d'abord nous avions eu un showcase de présentation d'un projet. C'est très bien. Une question qui venait à ma tête, c'était, c'est vrai que l'une des questions, c'est la protection des données. Mais tout d'abord, on se demande, on n'a pas de data centers en Afrique. Nos hébergeurs, on héberge des sites, on héberge des API, des apps, mais on n'a pas de data centers. So, la question de Africa numérique sans frontières va-t-elle nous amener à nous rendre dépendants des puissances technologiques? Alors, et dans ce cas, une autre sous-question, quels seraient donc les risques éthiques à considérer lorsque nous embrassons une Afrique commune par la technologie, alors que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et l'Internet des choses? Quels sont donc les risques éthiques? Nous voyons comment nous consommons des contenus qui viennent de l'Occident, de partout du monde, et on le reçoit très bien. On le reçoit, on pratique, on fait ce que les autres aussi font sur le réseau. À ce point, il n'a pas trop de problèmes. Mais alors, dans ce point concret, quelles seraient donc les implications éthiques? Et seulement pour finir, je remercie les panélistes ici, surtout lorsqu'on invoque la question de la non-atteinte de la bonne volonté politique, parce que nous sommes le peuple, et j'aime bien dire aux jeunes, c'est de ma génération, notre mot d'ordre pouvait être « If I'm not, who will ?» Si je ne fais pas, qui va faire à notre place? Voilà mes questions. Merci. Merci beaucoup pour ces pertinentes questions. Je vais laisser Philippe réagir. Si vous pouvez réagir par rapport au dilemme que nous a posé notre compatriote de Madagascar et répondre aux inquiétudes ici présentées concernant les développements éthiques pour l'Afrique de ces technologies que sont l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Et également, est-ce que nous ne sommes pas en train, la souveraineté revient là, de nous jeter corps et âme entre les mains de puissances technologiques étrangères? La parole est à vous, cher Philippe. On va commencer avec le docteur Eric sur cette question. Et à tout moment, Philippe, vous nous faites signe et on vous laisse intervenir en priorité. À distance, je vois que c'est un peu compliqué pour vous. Merci. Je vais prendre un exemple qui est le cas des intelligences artificielles. Tout de suite, quand on entend intelligence artificielle, on se dit que les devoirs de classe seront bâclés, les présentations administratives seront bâclées. Faux. Dès le départ, j'ai dit toute chose qu'on veut faire a son opportunité et ses menaces. Donc, il y a ces risques qu'il faudra prendre en compte. Ça dépend de comment on balise une technologie pour que son exploitation soit bénéfique. Il n'y a aucune technologie existante sur la Terre dont l'exploitation restera bénéfique à 100%. C'est de savoir transformer la menace qu'elle peut présenter en une opportunité d'innovation qui est le jeu le plus important. Quand on prend le cas de l'intelligence artificielle, j'ai donné un devoir et je me suis rendu compte que les gens m'ont fait du ChatGPT sans réfléchir. Je n'ai même pas eu besoin
d'utiliser un outil particulier pour pouvoir identifier le plagiat. Ce que les gens oublient, c'est que ChatGPT, c'est un algorithme qui est derrière. Et l'algorithme ne peut pas dépasser l'homme. L'algorithme apprend de l'homme. Donc ce sont des fondamentaux. Et l'algorithme se base sur des informations qu'elle a fausses comme vraies. Alors, la manière dont vous paraphrasez votre requête va indiquer à l'intelligence artificielle les résultats à vous propulser. Alors, il y a une manière de présenter sa requête à une intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle ne travaille pas seule, mais elle travaille compilée avec ce qu'on appelle machine learning, qui est un autre système qui apprend comme un robot ce qu'on veut, ce qu'on va lui demander, comment il doit répondre. Bref, ceci étant fait, quand vous viendrez demander les questions comme il se doit, vous verrez que les réponses seront proches de ce que vous voulez, même proches de l'humain. Pour vous dire que l'innovation et la technologie participent à évoluer, mais en même temps, on devra faire avec le risque et transformer le risque en opportunité. On a trouvé des méthodes à partir de produits africains pour pouvoir guérir certains cancers. Mais est-ce que c'est sans risque? Cher René, ce n'est pas sans risque. Il y a des produits qui sont faits à base d'abeilles. J'ai eu l'opportunité d'aller voir le projet Sangai au Bénin. Ils ont des produits qui sont faits à base de déchets d'abeilles. C'est-à-dire quand on finit d'extraire le miel, il y a des déchets qui sont là, qui peuvent vous soigner des blessures ou des cellules cancérogènes. Mais si la personne a un sang qui contient des halogènes, dont le contact avec des résidus d'abeilles vont entraîner une réaction allergique, est-ce qu'on le soigne en ce moment? C'est la même chose avec les médicaments. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'il y a un gros risque, on doit se freiner. Non. Il faut voir plutôt qu'est-ce qu'on fait de ce risque. Comment on transforme ce risque en une opportunité. Je pense que la majorité de nous tous ici a entendu parler au moins du SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace. Mais on a des forces à partir de quoi? On a des forces par rapport à une opportunité. Ou on a des forces qu'on se découvre. Derrière ces forces, il y a des faiblesses qui vont s'aligner par rapport à nos capacités et nos capacités. Et ensuite, de ces faiblesses vont naître des opportunités. On va travailler ces opportunités à titre de réponse à ces faiblesses et à titre de base pour les forces. Et ensuite, face à ces opportunités, on aura des menaces. Ce qui veut dire que le cycle devra reprendre. Face à ces menaces, quelles opportunités nous pouvons trouver? Tant qu'on va continuer de penser amélioration continue, on pourra toujours repousser les limites. Mais si on se dit que la technologie est un risque, ce n'est plus la peine de continuer dans le digital. Et il n'y a aucune technologie aujourd'hui avec risque zéro. Déjà, dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Vous demandez à un spécialiste en management de risque, il vous dira qu'il n'y a pas de risque zéro. Là où vous enclenchez quelque chose, vous voyez un risque zéro, ça veut dire que le retour de situation sera dramatique. Donc ça, c'était pour répondre à la question. Je crois qu'il y a une deuxième question qui a été posée. Oui, par rapport à notre souveraineté, le fait d'utiliser des technologies que ne nous appartiennent pas. D'accord. Je vais me permettre de rentrer dans un domaine qui est un peu très sensible. On parle de cybersécurité, on parle de sécurité informatique et autres. Nous avons la cybercriminalité, nous avons la cybersécurité et nous avons la sécurité informatique. Cybercriminalité, ça fait normes, ça fait loi, texte et autres. Et actes considérés comme criminels. On est d'accord? Alors, quand on veut parler de souveraineté d'État face au digital, ça veut dire qu'on prend déjà des mesures par anticipation au niveau de la cybercriminalité. On n'attend pas que l'acte existe avant de prendre des mesures. On anticipe. Et je peux vous assurer que les États africains ont une grande avance. Très grande avance. Ça va vous choquer. Très grande avance. Le problème réside dans la manière d'implémenter.
Chacun va à son rythme et en fonction de ses priorités. Et je reviendrai à ce que l'aîné a dit. Si on veut changer, on veut bousculer les lignes, c'est à nous les jeunes entrepreneurs de démontrer que c'est faisable pour que les États se rendent compte qu'il faille nous accompagner. La cybersécurité et la sécurité informatique existaient bien longtemps. Ça s'appelle la défense informatique. Je parle de militaire. Défense informatique ou défense de transmission. Alors, dès qu'on rentre dans la défense de transmission, ça prend tout ce qui est espionnage, tout ce qui est analyse, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est mise en place de gestion de problématiques. Alors, aucun État ne laisse une technologie rentrer sans que les fondamentaux en termes de préservation de sa souveraineté n'aient été mis en place. Il y a ce qu'ils font, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils ne peuvent pas dire. C'est la même chose pour tout chef d'entreprise. Donc, comprenez qu'en termes de technologie, en termes de souveraineté d'État, il y a des fondamentaux qui sont mis en place. Maintenant, l'implémentation va en fonction des priorités. Je vais poser une question. Qui connaît la moyenne des budgets d'État en termes de santé en Afrique? Je vous propose des chiffres. 1%, 1,50%, 3%. Le plus gros, 3,85%. Voici les budgets d'État la plupart du temps sur la santé. Mais est-ce que vous connaissez les budgets d'État en termes de défense? Ce ne sont pas les armes. Hein. En termes de défense, tout de suite, la population pense que ce sont les armes. Non. La stratégie, l'écoute, l'analyse de l'information, la gestion de l'information, ça coûte de l'argent. Donc, le problème de souveraineté ici n'est pas par rapport au fait que la digitalisation viendra perturber. Non, c'est plutôt comment la digitalisation serait encadrée. Et il y a des textes qui existent. Il y a des normes. Il y a des bonnes pratiques. Il suffit de savoir s'y mettre et je peux vous assurer, j'insiste, ça va se faire. Maintenant, est-ce que parce que l'autre va à 6 chevaux, je dois aller à 6 chevaux? Peut-être que je peux aller à 20 chevaux. Et peut-être que je peux aller à un cheval. Un chevaux, merci. Donc, quel est le niveau de horsepower que chacun va utiliser pour pouvoir avancer? C'est en fonction de ces réalités qu'on essaie d'avancer. On n'avance pas parce que l'autre est à un niveau, il faudrait que je me mette à ce niveau. Non. Je me mets à ce niveau, mais quelles sont mes réalités, quelles sont mes prérogatives? Et c'est en fonction de ça qu'on évolue. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que la question de notoriété d'État et de sécurité d'État, elle est gérée, mais pas de la façon dont nous la voyons. Ce que nous demandons par rapport à la sécurité des États, c'est-à-dire qu'ils nous fassent confiance à nous les entrepreneurs, qu'ils nous encadrent et qu'ils nous aident à les aider. On se comprend? Ça peut aller? Merci. Merci, docteur. Vous avez la parole, DG Symphorien. Donc, pour rappel, il s'agit des technologies numériques que nous utilisons qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre captif des propriétaires? Et ensuite, l'intelligence artificielle et toute son éthique dans un contexte africain, comment nous répondons à ces problématiques? J'aime répondre à cette question avec une grande conscience de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. De comprendre des mécanismes à travers lesquels les Africains réagissaient il y a 2 ans, 10, et les mécanismes auxquels les Africains, j'allais dire, tout contexte qui prétendamment était faible avec le contexte actuel. Le point principal, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique, nous sommes conscients, comme disait Néné, que depuis toute l'histoire, il y a eu beaucoup de mensonges. Le mensonge visant à nous asservir.
Et les mécanismes qu'on est en train de développer, ce ne sont plus des mécanismes de copier des technologies ou qu'est-ce que vous voulez, mais ce sont des mécanismes de survie. Je suis très sûr que la technologie aujourd'hui n'est pas en train de nous asservir. C'est en train de nous émanciper. Et je suis très conscient de la capacité des Africains aujourd'hui à pouvoir générer des solutions locales aux problèmes qui se posent. Dans chacun d'entre nous, nous sommes sûrs que notre avenir ne sera pas possible par notre capacité à aller demander des solutions en Europe. Nous avons compris qu'il n'y en a pas une là-bas. Les solutions réelles, durables, c'est ici. Deuxième question par rapport à la question de l'intelligence artificielle et les risques pourtant et de l'éthique, il faut dire. Je voudrais juste ici rappeler une intervention de Jack Ma, le fondateur de Alibaba Group, qui était en discussion avec Elon Musk concernant l'intelligence artificielle. Quand vous écoutez Elon Musk, il est le grand promoteur de l'intelligence artificielle. Il a un discours qui donne l'impression que le monde va terminer demain. Et ce que j'aime dans Elon Musk, c'est le sens d'espoir et surtout la confiance en l'être humain et sa capacité à innover et à résister à tout ça. Peu importe, et ça c'est ma conviction que je partage, quel type d'évolution de la technologie et des machines, la machine n'égalera jamais un être humain. Pour des raisons que l'être humain a quelque chose que la machine, l'intelligence artificielle, ne produira jamais. C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'humanité. Donc, au lieu d'avoir peur de l'intelligence artificielle, ils vont tuer nos travaux. Moi, je trouve que ça, c'est une perspective pessimiste. Il faut reconnaître la magie de la technologie qu'elle fait. Mais ce que nous devons aujourd'hui apprendre et promouvoir, c'est notre capacité à recourir à ce que la machine n'a pas. C'est-à-dire l'amour, c'est, j'allais appeler l'émotion. Et l'éthique toucherait à notre capacité à changer la manière dont on apprend à nos enfants. Moi, je suis toujours scandalisé de voir l'intelligence extraordinaire de mon enfant de 10 ans qui maîtrise tellement de technologies. Et parfois, j'ai peur. Si nous n'apprenons pas à cet enfant, non pas à insister sur la machine, mais sur la capacité à aimer, à avoir des valeurs et beaucoup plus cela. Nous allons encadrer la machine, mais on ne peut jamais avoir peur. Même si elle se développe, elle ne peut pas dépasser la capacité de l'être humain à inventer. Finalement, donc pour moi, tout développement technologique, y compris l'intelligence artificielle, il y a plus d'opportunités que de dangers. Pour moi, les dangers sont minimes par rapport aux opportunités que cette technologie arrive. Et notre mental, notre perspective serait de voir dans quel sens nous nous positionnons pour plus captiver ces opportunités et minimiser ces risques. Ce qui demande l'intégration dans notre système éducatif, peut-être changer, parce que quand on grandissait, il y avait beaucoup d'exercices de calcul mental et tout ça. Je ne crois pas que c'est important aujourd'hui parce que la calculatrice va faire ça. Mais dans quel sens nos programmes éducationnels, au lieu d'insister sur le calcul mental, et j'imagine toutes les formules, j'ai mémorisé les livres de physique, mais dans quelle mesure on peut travailler dans la capacité de nos enfants et de nous-mêmes à développer une intelligence émotionnelle capable de devenir davantage résilient, capable de bien répondre aux chocs et aux événements qui arrivent. Et ça, c'est l'avenir. Et nous devons travailler dans ça. Et non pas avoir peur.
de la technologie. Moi, j'aime la technologie. Quand vous tremblez, moi, je vais pousser pour que ça arrive, pour que ça résout les problèmes. Mais il faut que nos enfants et nos États fonctionnent. J'ai toujours, par exemple, en RDC, expérimenté les problèmes difficiles, notamment par rapport à la digitalisation. Il est clair qu'il y a un degré assez élevé de peur par rapport à la population. Je me souviens, il faut même dire, même par rapport au gouvernement, pour leur faire passer que si vous faites ceci, vous allez envoyer 1 milliard à ceci, ça va les prendre 3 semaines pour qu'ils puissent comprendre ça. Mais on ne va pas avoir peur. C'est une dynamique de non-retour. Si tu veux, si tu ne veux pas, tu vas prendre cette affaire. La technologie, on ne peut pas faire les retours. Donc la perspective ne sera plus d'avoir peur, d'en profiter et de s'imaginer des grandes opportunités derrière et comment nous les captivons pour rendre notre vie beaucoup plus meilleure. Et le concept fétiche, c'est ce que j'ai appelé l'intelligence émotionnelle. Notre génération devrait être une génération où nos enfants apprennent à aimer, à avoir des valeurs comme dignité, ne pas les apprendre à accumuler de l'argent. Parce que pour moi, l'argent, ce sont des papiers. Le premier jour, j'avais réalisé, je m'imaginais $1 million. Le jour où je vais avoir ça, je pars directement au ciel. Mais le jour où j'ai vu dans mon compte $1 million entrer, j'avais compris que c'était vraiment du papier. Et nous passons tout notre temps à préparer nos enfants à trouver de bons travaux pour avoir de l'argent. C'est que nous écartons nos enfants de l'essentiel. L'essentiel de l'être humain, ce n'est pas d'avoir d'argent. Le bonheur n'est pas l'argent. Mais je crois à l'argent comme moyen qui peut rendre la vie facile. Mais le bonheur est lié aux valeurs, à notre vision de nous-mêmes et notre vision d'avenir. Il faut changer la manière dont on éduque nos enfants à être. C'est pourquoi nous avons peur. Mais si notre éducation est fondée sur cette intelligence émotionnelle orientée vers d'abord la foi en l'être humain, qu'il peut devenir tout et qui peut changer tout. Ce que Pierre Teilhard de Chardin a dit, nous allons vers une sorte de nosphère, vers la plus grande intelligence. Et tout ce qui nous effraie sur la technologie, vous voulez limiter notre capacité. Nous devons aller plus loin. Mais il faut préparer nos enfants à pouvoir gérer cette grandeur d'intelligence. Et c'est ce que l'Afrique a besoin. Merci. Merci, DG Symphorien. La technique me signale que Philippe est de nouveau en ligne. Donc Philippe, vous avez la parole pour réagir aux 2 questions que nous avons. Nous vous écoutons. Vous m'entendez ? Moi je vous entends, 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 moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas, je n'ai pas de retour de votre part. Oui, on vous attend. D'accord. Donc, j'ai suivi tout ce qui s'est passé. J'ai raté un train sur Madagascar. Je vais faire les choses à l'envers. Je vais prendre un modèle inversé. Et face à l'éthique de la conviction du DG Symphorien, je vais compléter le dispositif par l'éthique de la responsabilité. Premier point, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la connaissance et connaître les origines, j'y reviendrai. Ce que je suis en train de proposer ici, et je prends à témoin les différents entrepreneurs, nous sommes en capacité, et je propose à tout le monde ici, nous sommes en capacité de mettre en place en moins de 6 mois une machine hyper convergente qui va constituer et remplacer les data centers qu'on nous vend là-bas avec des trous de sécurité. Si le DG Symphorien accepte, il mobilise un certain nombre de personnes, à partir de là, que ce soit la RDC et les autres pays africains auront leur machine hyper convergente de la partie électronique jusqu'à la partie logique et la partie sécurité. On pourra en parler. À moins de 300 000 €. Si on double les éléments pour faire
un plan de reprise d'activité, on passera à 600 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un data center purement fabriqué par les Africains qui sont dans cette salle, avec une reprise d'activité distance à moins de 1 million. Ce qu'aucune entreprise chinoise ne peut proposer. Donc, je propose ça là, et je prends à témoin, et si vous êtes capable, on va le faire en moins de 6 mois. Ça, c'est une démonstration. Pour revenir à l'intelligence artificielle, je pose la question, est-ce que vous savez qui est à l'origine de l'intelligence artificielle? Il n'y a pas grand monde qui le sait. C'est Jiang Kunz. Kunz, K-U-N-T-Z. Polytechnique 1975. On sort de la même école. D'accord? Jiang Kunz, elle est à l'origine de ce qui va être le Python. J'ai eu l'honneur de la rencontrer avant qu'elle décède au Sénégal, et je lui pose la question, mais comment tu as fait, Jiang? Écoutez bien, vous allez tomber. Jiang, il a dit, mais l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la logique du flou. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle me dit, mais qu'est-ce que faisaient nos tantes et nos grands-parents? Ils jouaient au kori. Quand vous utilisez les koris de 8 pièces, vous avez un langage binaire à 8. 16, vous avez un langage binaire à 16. Et derrière les koris, comme on le lit dans nos villages, c'est une librairie, selon les positions. Et chaque fois que vous avez un espace vide et que vous avez un objet qui y rentre, vous connaissez la logique algorithmique. C'est ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il n'y a rien d'autre. Et le langage binaire, c'est le langage purement africain. Et si vous faites la corrélation avec les fractales, dont les Africains sont les maîtres, vous ne pouvez pas dire qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle. Je mets un point là, on pourra continuer. Donc, pour revenir à la question sur l'île Madagascar, etc., Madagascar est dans le canal de Mozambique. D'accord? Il fait partie intégrante de l'Afrique. La meilleure manière de gérer les questions liées, comme celle qui a été posée, c'est la question d'intérêt. Aujourd'hui, dans le canal de Mozambique, tous les bateaux qui y passent, ils payent 0 francs. Tous les États les plus forts, la France, etc., ils ont tous des positions. Pourquoi les Africains ne s'organiseront pas pour réguler le canal qui appartient aux Africains et qui générera l'argent nécessaire? Donc, c'est toujours la coopération, le dialogue, la nécessité de converger. Voilà, si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre. Je vais donner la parole au frère Gabriel pour les 2 questions que nous avons reçues de nos participants. Fernando, you are a philosopher, so I'm going to respond philosophically to your question. The first one on ethics. It depends on the context that we are talking about. You can take the concept of utilitarianism, the maximum good for the highest number. So what the CEO was talking about doing a comparison with the benefits that we get from artificial intelligence and the effects. If you do the comparison, we will benefit more from that. We have more benefits than the net effect. So, but that's also, if you want to go into deontology, it will be a different way. Should we kill one person and save 10, or we should let one person live and 10 will survive? And that again will ask, what is the value of that one person? So I was developing a paper on the ethics of artificial intelligence, focusing on Africa, and this concept of Ubuntu came to mind, that I can use that as a concept to explore the concept of artificial intelligence, the ethics of artificial intelligence based on Ubuntu, the Southern African principle of I am because we are. So you take the communion, and that resonates well with the whole of Africa. We are communion in so many things. And that's why I was saying,
earlier on that for now we shouldn't let the fourth industrial revolution pass us by. We should be part of it. That is why I encourage all of us innovators, everyone here, especially from Africa and African descent, to contribute to the debate now that artificial intelligence is on the domain, by bringing all this, so that these things are developed to fit in our context ab initio, that as these things are coming, they are already taking into consideration the responsibility of the community, the responsibility of the individual, and also the communal impact of that. And that is what I will say. It is a concept that I am developing. It has not yet come to, it is not yet fully developed. But how can we talk about the ethics of artificial intelligence based on our concept of Ubuntu? That is what I will want to say to this question. Thank you. Merci beaucoup pour votre apport. Nous arrivons au terme de ce très intéressant panel qui fut dense. Je remercie les participants pour leurs 2 questions qui nous ont permis d'ouvrir le débat sur les enjeux du moment que sont l'intelligence artificielle, et puis on a pu voir le cas d'usage d'une Afrique sans frontières par rapport à Madagascar, qui est une île, et les réponses qui s'étaient fournies sont restées cohérentes avec tout ce que nous avons dit auparavant. Nous pouvons en être rassurés. Je vais essayer de faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est dit, mais j'invite le DG Symphorien à pouvoir faire un résumé des éléments importants qui ont été dits ici et de pouvoir le publier. Et moi, je vais déjà le prendre pour le porter au niveau des officiels, parce qu'il me semble que les débats étaient riches et il en est sorti des axes moteurs pour une Afrique sans frontières, une Afrique connectée et une Afrique surtout conquérante. Donc, en résumé, nous avons commencé par poser le débat sur le digital au service d'une Afrique sans frontières. Et nous nous sommes rendus compte que la volonté politique a déjà été exprimée au niveau de la zone économique de libre-échange qui est en train d'être construite, et que le problème n'est pas trop technologique. Aujourd'hui, les politiques disent que nous devons être en mesure, à travers toute l'Afrique, de pouvoir partager des biens, les acheter à travers le monde et le déplacer. Et donc, nous sommes revenus sur les concepts de route d'ébène. Il nous a été recommandé de sortir de ces aspects de régulation qui sont un héritage finalement de cette conférence de Berlin, où on est venu de manière artificielle découper cette Afrique. Donc les frontières qu'on voit aujourd'hui sont avant tout des frontières psychologiques. Et qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique sans frontières, les frontières peuvent rester. Le plus important, c'est d'être en mesure d'identifier rapidement nos populations. Et nous avons parlé de l'identité numérique qui est une solution, dont les premiers développements sont africains. C'était très important de pouvoir le rappeler. Être en mesure d'échanger les données en temps réel à travers toute l'Afrique pour que l'information soit quelque chose de neutre finalement, qui ne permette pas de créer des poches de différence. Nous avons continué sur les aspects collaboratifs. C'est qu'il faut absolument que nous soyons en mesure d'apprendre les uns des autres. Nous ne devons pas chaque fois reproduire la roue. Les problèmes cruciaux sont l'intellect à construire plus les finances à obtenir, mais nous avons eu des solutions qui nous ont été données, par exemple par rapport au canal de Mozambique, qui peut nous aider. Pour le problème des infrastructures, on a insisté sur le fait qu'il faut faire preuve d'ingéniosité avant tout et que c'est un faux problème, les infrastructures. On a eu des exemples avec des drones qui sont utilisés et en réalité, lorsqu'on va vers le numérique, les besoins d'infrastructures diminuent par rapport aux infrastructures traditionnelles que nous connaissons. Le numérique a tendance à rapprocher les peuples.
Concernant la question des États qui doivent venir collaborer pour conduire cette transformation digitale au service d'une Afrique sans frontières, les intervenants ont souligné que l'initiative est avant tout privée. C'est que c'est les entrepreneurs qui doivent tirer cette collaboration. Et il faut être orienté solution. Parce que les gouvernements veulent le bien de leur peuple. Et quand vous venez avec des solutions et non pas des problèmes, vous avez toutes les chances du monde d'être écoutés. Et là qu'on a parlé des problèmes, les opportunités de faire des réseaux de neurones, d'être unis et d'aller tous dans le même sens. Et la volonté politique nous accompagneront. On a parlé des exemples de parcs éco-industriels qui ont fait le succès de l'Europe, qui sont des concepts que nous pourrons développer également. Les brevets, la nécessité pour nous de pouvoir acquérir ces technologies, les conserver et laisser les autres l'utiliser. Concernant les deux questions spécifiques où nous avons eu une ouverture par rapport aux technologies des autres que nous utilisons, est-ce que ce n'est pas un piège dans lequel nous allons? Les recommandations ont insisté sur le fait qu'il faut, d'une part, considérer toutes les menaces comme des opportunités. Et nous tenons une bonne opportunité. Et nous avons également la régulation qui peut nous permettre bien en amont de s'assurer que ces technologies, quand nous les utilisons dans le sens que nous voulons. Et enfin, la fameuse question éthique de l'intelligence artificielle. On a répondu que le plus important, c'est la manière dont nous considérons cette intelligence artificielle et qu'il faut avant tout construire notre réseau éducationnel avec l'intelligence émotionnelle pour être en mesure, nous, d'utiliser cette intelligence artificielle à bon escient parce qu'elle n'est pas bonne ni mauvaise, mais c'est à nous, en renforçant nos compétences, nous serons en mesure d'en faire un bon usage. Et il ne faut jamais hésiter et douter de la technologie parce qu'en réalité, elle est à notre service et elle fera ce que nous avons décidé d'en faire. Donc, merci beaucoup. Je pense que vous pouvez vous applaudir pour votre participation et vos questions. Et j'invite les panélistes à prendre une photo de famille avant de passer la main au maître de cérémonie. J'ai sûrement oublié des éléments, c'était dense, mais j'espère que nous aurons le rapport de cette session. Merci à tous et bravo et félicitations. Merci. On a besoin d'un photographe. Merci.